Bonjour à tous et à toutes. Saviez-vous qu'un des principaux artisans de la Révolution tranquille était en fait un religieux catholique? Ce même religieux a participé à la fondation du ministère de l'Éducation du Québec. Il s'appelle Jean-Paul Desbiens, mais il est plus connu sous le pseudonyme de Frère Untel. Dans le cadre de la série Divine Influence, nous découvrons ce personnage hors norme, mais tristement oublié, qui a marqué l'histoire récente du Québec. Nous aurons ensuite la joie de voir la deuxième partie de notre reportage à propos de Mission Chez Nous, cet organisme qui œuvre dans la pastorale avec les Autochtones depuis 30 ans. Bienvenue à Lumière du Monde. Si je vous dis Révolution tranquille, défense de la langue française et avènement des polyvalentes et des cégeps, à qui pensez-vous? Un mélange de René Lévesque, de Gilles Vigneault ou encore de Denise Bombardier? Aucun de ceux-là, mais bien Jean-Paul Desbiens, plus connu sous le pseudonyme de Frère Untel. Professeur, écrivain, philosophe, journaliste, fonctionnaire au ministère de l'Éducation, cet homme aux talents multiples est aussi religieux des Frères maristes. Homme passionné à défendre l'identité québécoise à travers son amour de la langue française et son attachement à la religion catholique, Jean-Paul Desbiens a contribué activement à faire entrer le Québec dans la modernité. C'est le 7 mars 1927 que Jean-Paul Desbiens voit le jour à Métabetchouan, au Lac-Saint-Jean. Son père, Adélard Desbiens, est bûcheron. Comme beaucoup d'hommes de l'époque, il n'a pas la chance d'aller à l'école et est, dans les faits, analphabète. Sa mère, Alberta Bouchard, native de Boston, est maîtresse d'école. Femme cultivée, elle transmet à son fils son amour de la langue et de la culture. J'ai connu Jean-Paul Desbiens lorsque j'étais professeur au campus Anne-de-Foy, mais nous avions une origine commune parce que je suis né à 3 maisons de où lui, il est né aussi. Et sa mère passait effectivement pour quelqu'un de très original. Je me souviens, entre autres, qu'un des frères de Jean-Paul s'appelle Mozart Desbiens, alors que dans le village où j'étais, connaître Mozart, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Alors, le parcours scolaire de Jean-Paul Desbiens est un parcours assez classique. Il est allé à l'école primaire de l'époque et c'était une coutume dans les milieux ruraux d'accueillir des pères, des frères de différentes communautés religieuses qui venaient un peu offrir une formation plus poussée à des familles qui avaient moins les moyens ou qui n'avaient carrément pas les moyens de permettre à leurs enfants de fréquenter l'école. Alors Jean-Paul Desbiens a bénéficié de ça. Il est entré au Juvénat des Frères maristes à Lévis aux alentours de 14 ans et il a poursuivi c'était un homme très intelligent, il a poursuivi ses études pour aller jusqu'à l'université, étudier à l'école normale, enseigner pour être frère enseignant, ce qu'il a été en retournant dans son milieu. Et ça a permis déjà d'amorcer une carrière qui s'est avérée fort fructueuse par la suite. C'était une famille extrêmement pauvre, à tel point qu'ils étaient menacés de saisie plusieurs fois pendant qu'ils étaient jeunes. Ils ont été obligés de vendre la maison familiale pour pouvoir s'en sortir. Et Jean-Paul raconte qu'il n'avait jamais eu de bicyclette. Il était obligé d'emprunter les bicyclettes à d'autres personnes. Et il est rentré au Juvénat, entre autres parce qu'il n'avait pas de bicyclette. Et il dit, c'est un peu ce genre de hasard-là qui fait que si j'avais une bicyclette, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui le frère que je suis. Où est-ce que le frère Jean-Paul Desbiens a permis à ses talents d'éducateur de rayonner? Bien, ça a été beaucoup dans une école de métier dans sa région, au Lac-Saint-Jean, où il a enseigné à des jeunes d'à peu près 15 ou 16 ans. Il a toujours trouvé que les jeunes étaient bien disposés pour apprendre, mais qu'ils souffraient de sérieuses lacunes par rapport, entre autres, à la langue. Et
il a rendu populaire cette expression qui a été reprise par la suite, le joual. Il dit « Les jeunes, ceux à qui j'enseigne, parlent comme des chevaux, comme des chevaux. Ils parlent joual, ils parlent cheval. » Et qu'est-ce que c'est que cette langue désossée, puisque c'est son vocabulaire? C'est une langue qui regroupe beaucoup d'anglicismes et surtout qui se caractérise par une grande pauvreté dans le vocabulaire. Alors ici, la dénonciation du joual, telle que je viens de le décrire, comme une langue très pauvre, ne doit pas être confondue avec ce qu'on appelle aujourd'hui le langage joual, qui est devenu un langage caractéristique de la culture québécoise. C'est le joual très riche de la culture de Michel Tremblay à travers son théâtre et sa littérature. Le 21 octobre 1959, M. André Laurendeau, éditeur en chef du journal Le Devoir, publie un article où il dénonce la piètre qualité de la langue française au Québec. Immédiatement, ces lignes trouvent écho chez le jeune professeur. Le frère Pierre Jérôme, Jean-Paul de son prénom civil, est loin de se douter que la lettre qu'il écrira aux journalistes connaîtra un tel rayonnement dans le Québec des années 60. Cette lettre dénonçait essentiellement la piètre qualité du français. Elle dénonçait la piètre qualité de la culture générale des jeunes. Elle dénonçait la difficulté que le gouvernement avait de pourvoir des programmes qui avaient du sens. Jean-Paul Desbiens dénonçait ça. Pour Jean-Paul, ne pas être instruit, c'est ne pas avoir de mots. Et la pauvreté, puis ne pas avoir de mots, c'est l'indigence. Alors pour Jean-Paul Desbiens, c'était une grande préoccupation que ses concitoyens puissent prendre la parole. Et c'est pour ça qu'il a mis tant d'insistance sur le français, sur la prise de parole des Québécois, des Canadiens français, comme on les appelait à ce moment-là. Cette lettre, fort bien écrite et dans un ton un peu lapidaire, a connu un succès hallucinant. Il y a eu des réponses du courrier du lecteur. Et je vous rappelle qu'on est à une époque où Internet n'existe pas. On a vu arriver par la poste des centaines et des milliers de lettres de lecteurs du Devoir qui voulaient exprimer leur accord avec le point de vue de Jean-Paul Desbiens. Voilà ce qui a été le phénomène d'ancrage du phénomène Frère Untel. Pourquoi Frère Untel? Parce que, étant donné que Jean-Paul Desbiens était frère mariste, il n'avait pas le droit d'écrire dans les journaux à titre personnel. Le Devoir a décidé, devant la qualité de la lettre, si je puis dire, de publier quand même, mais en promettant de conserver l'anonymat de son auteur. On allait signer frère Untel, un peu comme dire frère n'importe qui. Et c'est sous ce vocable que la figure de Jean-Paul Desbiens s'est imposée au Québec. Ce qui touchait les gens, c'est qu'il écrivait comme les gens parlaient. Donc les gens se reconnaissaient à travers son écriture. Et ça, c'est assez exceptionnel. Il y a très peu d'écrivains qui parlent la langue que les gens parlent. C'est un talent inouï, très grand talent. Et en plus, c'est une façon d'écrire extrêmement difficile. Alors je trouve la première chose de Desbiens, c'est son écriture. La prise de parole qu'amène Jean-Paul des démunis, des personnes qui n'ont pas eu la chance de s'instruire, fait écho dans tout le reste de la société et va bouleverser les structures même de cette société à tel point que ça va amorcer la réflexion sur la Révolution tranquille. Après le choc provoqué par les 11 lettres du frère Untel, publiées dans le journal Le Devoir entre novembre 1959 et août 1960, Jacques Hébert, fondateur des Éditions de l'Homme, commande un ouvrage à Jean-Paul Desbiens. Après quelques mois de travail intense consacré à la rédaction, Frère Desbiens choisit un titre percutant et même plutôt frondeur, « Les insolences du frère Untel ». Quand le manuscrit a été prêt, le frère Desbiens l'a envoyé acheminer par la poste
aux éditions de l'Homme. C'était dans une imagine, hein, un papier brun avec une corde et tout, c'était écrit « Attention, contenu explosif ». Effectivement, ça a mis le feu aux poudres. Une fois que le livre a été édité, ça s'est vendu comme des petits pains chauds et ça permettait donc une conversation à l'intérieur même de la société québécoise. Jean-Paul Desbiens avait l'habitude de dire qu'il écrivait à la hache. C'était franc, direct. C'est ce qui m'avait intéressé chez lui et c'est ce qui nous avait rapprochés. Desbiens critique à travers les insérences l'état de l'instruction publique au Québec. Il voit l'état lamentable du système d'éducation de l'époque. Il souhaite qu'on accorde plus d'importance à la langue française parce qu'il s'aperçoit que ses concitoyens ne peuvent pas prendre la parole, que ce soit par écrit ou la parole publique. Et pour lui, prendre la parole, c'est associé à être libre. Et pour lui, c'est extrêmement important. Ça, c'est un phénomène vraiment très, très important qui correspond avec ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Alors, pourquoi les gens ont réagi de la sorte? Je pense que les gens voyaient dans le discours de Jean-Paul Desbiens un paquet de choses qu'ils pensaient sans jamais les dire. Il y avait une critique de l'éducation, il y avait une critique de la religion aussi, il y avait une critique de l'enseignement en général. Tous ces sujets dont on parlait peu finalement, ou dont on parlait mais de façon plutôt intime, trouvaient l'occasion d'être soumis à l'éclairage de l'opinion publique et ça a été un élément initiateur d'un changement majeur au Québec, dont Jean-Paul Desbiens fait partie des acteurs principaux. Les gens se reconnaissaient dans ce qu'il disait. C'est ça que je pense que ce qui a rejoint les gens, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait, c'est ce qu'il ressentait, c'est ce qu'il comprenait. Le livre des Insolents du frère Untel, ça représente encore aujourd'hui un succès de librairie jamais égalé. Attention à ce que je dis, jamais égalé, parce qu'on parle d'un petit essai qui a été en 1960 tiré à presque 100 000 exemplaires. Vous ne retrouverez jamais un équivalent par rapport à cette époque. Lorsque le livre paraît, on ne souhaite pas qu'il soit là, parce qu'on va en faire un héros, un modèle, une légende, ce qui va arriver plus tard, mais pour le moment, on ne le souhaite pas. On a su qui était frère Untel, que c'était frère Pierre Jérôme, et là, ça a donné lieu à une bousculade d'événements, dont, par exemple, quand il y a eu le lancement du livre, bien, le frère Untel n'a pas pu se présenter. On a envoyé en délégation un autre frère de sa communauté. Suite à la publication des Insolences du frère Untel, la communauté des maristes, embarrassée par les propos du frère Desbiens, décide de l'envoyer étudier en Europe. Même s'il y obtient un doctorat en philosophie à l'Université de Fribourg, en Suisse, cette époque de sa vie est perçue à juste titre comme un exil. Il fera face à une crise personnelle. Le frère Desbiens était un religieux de conviction. Il aimait sa communauté. Il ne souhaitait pas s'en départir, ne souhaitait pas quitter. Alors, il a vécu ces différents épisodes qui l'ont amené jusqu'à l'exil avec beaucoup de peine. Je le sais puisque je l'ai connu, il me l'a confié. Ça a été vraiment un moment difficile. Il craignait qu'on l'excommunie, qu'on l'exclue de la vie communautaire. Ce que beaucoup de religieux ont fait à cette époque, hein? Mais lui, il a tenu bon. Jusqu'à sa mort, d'ailleurs, il est resté fidèle à la spiritualité des frères maristes. Je pense que la vie dans un ordre religieux, c'est pas si facile que ça. Qu'on s'appelle Desbiens ou Tartampion, c'est pareil, là. Tout le monde doit être mis sur le même pied, là. Alors, donc c'est difficile pour un ordre religieux, pour tout groupe d'ailleurs, d'avoir quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Puis c'est difficile pour la personne qui sort de l'ordinaire d'être comme tout le monde. Bon. C'était un leitmotiv chez lui, « Je ne démoinerai pas ». Alors que, d'abord, beaucoup de gens trouvaient qu'il avait été maltraité par les institutions religieuses d'abord et laïques par la suite, qu'il avait toutes les raisons du monde de démoiner, qu'il avait tous les talents possibles pour être un ministre de l'Éducation éventuellement ou peu importe, mais pour lui, rien de ce qu'il pouvait faire en dehors de la communauté n'avait de sens que si ce n'était cautionné par la communauté. Je pense que c'est une période qui l'a marqué, dont il a souffert,
Mais je pense qu'il s'en était sorti assez grandi, puisque finalement il s'était éloigné, il avait été en Europe, il avait étudié, il avait fait un doctorat en Suisse. Puis au bilan, j'ai l'impression qu'il a été sorti gagnant tout de même. Dès son retour au Québec, Jean-Paul Desbiens est approché par M. Paul Gérin-Lajoie, le tout premier ministre de l'Éducation. Ce dernier désire que le frère soit son conseiller. Il accepte et contribue ainsi à bâtir le ministère de l'Éducation. On lui confie même le mandat d'élaborer le futur ordre collégial. Ce sera la naissance des cégeps. Il est redemandé rapidement au Québec, dès 1964, pour mettre en œuvre la réforme du système de l'éducation qu'il a suscité à quelque part. Et il va s'y employer. Et le génie de Jean-Paul Desbiens, c'est de s'y employer en travaillant avec les gens qui sont déjà dans ce réseau qui commence. Alors, il va demander aux gens qui avaient déjà des postes de directeur pédagogique, etc., de s'asseoir avec lui et de concevoir de nouveaux régimes pédagogiques collégiales. Et c'est comme ça que ça va naître. Il s'en est pris vertement à l'institution de l'époque qu'on appelait l'instruction publique. L'instruction publique, c'est ce qui existait avant la création du ministère de l'Éducation. Jean-Paul Desbiens a contribué à l'effacement de cette institution qu'il jugeait probablement avec raison désuète pour être un des maîtres d'œuvre de cette nouvelle plateforme, de ce nouveau service qui est le ministère de l'Éducation. Et il a travaillé surtout à la formation des programmes au niveau collégial, dont la philosophie comme enseignement obligatoire pour tous les jeunes qui entraient de plein pied dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les premiers pas de l'éducation supérieure. Mais il voyait dans la philosophie quelque chose qui permettait à la population de trouver des réponses. Et c'est pour ça qu'il a tant insisté pour que les cours de philosophie se poursuivent dans les cégeps. Parce que pour lui, tout le monde devra avoir accès à cet outil-là pour éventuellement trouver ses propres réponses. La création des cégeps, on voit le résultat aujourd'hui. C'est le Québec et sa jeunesse sont rentrés de plein pied dans la modernité, mais la vraie modernité, là, celle qui permet de faire des grands barrages, qui permet de faire des métros, qui permet de faire des avions, qui permet de faire toutes sortes de choses. La vraie modernité. Jean-Paul Desbiens a eu une carrière d'administrateur scolaire assez importante. Il a été recruté pour être haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation. Il a occupé des fonctions là pendant plusieurs années. Il a été directeur général du campus Notre-Dame-de-Foix. Il a eu 2 mandats d'ailleurs, il a fait ça en 2 temps. Entre-temps, il a été pendant plusieurs années chroniqueur au journal La Presse. Quand j'ai regardé les honneurs qu'il a reçus, l'honneur qui me semble le plus important, c'est celui qu'il a reçu de Cité libre. Le premier. Par l'Ordre du Canada. C'était une des dernières décorations qu'il a reçues, mais ça, il m'en a parlé, puis je pense que ça l'a beaucoup touché. Il a été touché aussi, puis on comprend pourquoi, par les quelques doctorats honoris causa qu'il aura reçus de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui lui tenait à cœur parce que c'est sa région, puis aussi de l'UQAM. Bien que, pour lui, c'était quelque chose de secondaire. Les honneurs, c'est pas vraiment quelque chose qui ne vivait pas pour ça, je dirais, là. Dans les derniers temps de sa vie, Jean-Paul Desbiens est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. Le 23 juillet 2006, à l'âge de 79 ans, il s'éteint d'une bronchopneumonie à Château-Richer, près de Québec. Toute sa carrière, Jean-Paul Desbiens s'est engagé à l'égard du Québec. Homme audacieux, il a témoigné d'une bonne dose de courage politique en défiant le conformisme du temps. Éducateur dans l'âme, il a provoqué et argumenté pour libérer l'esprit, sans pour autant tourner le dos aux institutions qui l'ont vu naître et grandir. Au tournant de la Révolution tranquille, Jean-Paul Desbiens est véritablement une figure marquante de notre histoire. Il incarne la pérennité de l'esprit québécois, d'un esprit qui a ses racines dans le catholicisme, qui a ses racines dans le parlementarisme britannique, qui a ses racines dans sa cohabitation avec le milieu anglophone canadien, le milieu anglophone américain. Il va représenter, là, je dirais, l'essence à préserver de ce qui, on espère, va rester de notre peuple. À quelque part, Jean-Paul Desbiens, pour la société québécoise, est un homme qui ne passe pas.
Pourquoi? Ben, à la fois parce qu'il a enclenché toute cette réflexion-là qui nous a conduit à la Révolution tranquille, mais aussi parce qu'il a influencé la réflexion sur l'éducation au Québec. C'est que Jean-Paul Lesbiens, c'est un homme rocher, c'est un roc. Et on a besoin de ce genre de femmes et d'hommes pour notre époque, des gens qui sont enracinés dans l'histoire et qui sont cohérents avec leur position, avec ce qu'ils affirment, et qu'ils sont fidèles à leurs convictions. C'est ça, Jean-Paul Lesbiens. Le Québec moderne, sans la présence de Jean-Paul Lesbiens, c'est inconcevable. Sur un bateau, il y a un pilote qui donne la direction où il faut aller. Jean-Paul Lesbiens fait partie de ces quelques pilotes qui ont permis au Québec de prendre le bon bord. Il fait partie des grands Québécois, des très grands Québécois. Cette semaine, nous poursuivons notre immersion dans l'essence de Mission Chez Nous. Cet organisme, ancré dans la solidarité avec les Premières Nations, continue de briser les barrières et d'illuminer les chemins du dialogue interculturel. Fondée par les évêques catholiques du Québec, elle reste fidèle à sa vocation initiale de sensibilisation. Dans cette deuxième partie de notre reportage, nous vous invitons à découvrir les progrès réalisés et les défis relevés. À travers des témoignages poignants et des histoires de vie, nous explorons les profondeurs de l'engagement de Mission Chez Nous et son impact durable sur les communautés autochtones. Un hommage à la persévérance, à l'unité et à la vision commune d'un avenir meilleur pour tous. Quand j'ai vécu des choses atroces, je veux plus ça. C'est quoi l'avenir de la présence pastorale en milieu autochtone? Je vais aller au-devant, puis c'est grâce à Dieu aussi. Mission Chez Nous, en fait, ça a une double mission, je dirais. La première, soutenir vraiment la présence pastorale en milieu autochtone. Deuxième volet de notre mission, c'est la sensibilisation des réseaux chrétiens, des réseaux d'église, aux grandes questions qui touchent les premiers peuples. Il y a un chemin à prendre. Si tu veux bien vivre, ben, c'est de travailler dans le pardon. Ça, là. Puis aussi, moi, quand j'ai commencé mon cheminement, ben, comment me réconcilier avec mes parents qui sont décédés, puis qui sont plus là? Là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus aussi. Je sais qu'ils sont là. Puis, parce que tout le rejet que j'ai vécu, là, sentir que j'étais rejetée, que mes parents ne m'aimaient pas, c'est pour ça que j'ai vécu des choses atroces. Je veux plus ça. Je veux que ça soit bien dans ma vie, que je continue. Puis c'est ça que je suis en train de transmettre à mes enfants. Puis ça fait partie de ma vie. Je vais toujours le porter, mais dans le bon sens, tu sais. Il va être là, j'ai ça à vivre avec tous ces abus-là, mais je vais aller au-devant, puis c'est grâce à Dieu aussi. Dis-moi donc, quels sont les défis auxquels ton équipe fait face? Spontanément, en t'écoutant, je me dis peut-être le territoire qui est grand, mais oui, toi, tu vas être mieux placé que moi pour me dire c'est quoi tes défis à toi? C'est vrai que les déplacements, en fait, c'est vrai que pour les personnes sur le terrain, les intervenants pastoraux, pensons aux Oblas qui sont sur la Côte-Nord, les déplacements, donc se déplacer sur le territoire, c'est un enjeu, c'est un défi, c'est certain. Puis notre soutien passe aussi par là. On va aider financièrement à payer les déplacements, entre autres des pères Oblas sur la Côte-Nord, mais plus largement aussi. Mais je dirais que le défi principal, c'est exactement celui qu'on aborde hier et aujourd'hui lors de l'événement, c'est-à-dire c'est quoi l'avenir de la présence pastorale en milieu autochtone? Comment assurer que cet avenir-là soit une co-création? Donc, que ce ne soit pas seulement l'Église qui définisse les termes du jeu, mais vraiment que les communautés autochtones puissent vraiment participer et s'approprier la vie dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone. Que les personnes autochtones, les premières personnes concernées, puissent être au cœur de cette vie-là, puis définir leurs priorités elles-mêmes. Donc ça, je pense, c'est un défi. Là, c'est pas un défi qui touche seulement Mission Chez Nous, c'est un défi qui touche la présence de l'Église catholique dans les communautés autochtones sur le territoire aujourd'hui appelé Québec. C'est littéralement ça.
Je t'ai demandé les défis. Alors, peut-être que je pourrais te demander, dans un autre volet, y a-tu des fiertés, des bons coups, quelque chose qui goûte bon dans la vie de ton équipe? Et de, fierté, ça. Je veux dire, ma fierté, personnellement, là, je suis très fier de ce rassemblement-là. L'équipe a travaillé tellement fort, des bénévoles, des gens là, de partout qui ont participé à organiser ce rassemblement-là. Là, vous avez ici des évêques, des intervenants pastoraux de partout au Québec, des personnes autochtones de partout au Québec, rassemblées ici pour une soirée hier, une journée complète aujourd'hui. Les gens se parlent, les gens sont contents de se voir. Il y a des liens qui se tissent, des réflexions ça bouillonne, ça rit. Puis maintenant, je suis arrière-grand-mère de... Je compte plus la dernière fois. 13, là, chaque année, il y en a 2. Ça fait déjà 4 ans, mais peut-être que tu vas être encore là dans 10 ans. Si tu te projettes, Mathieu, comment est-ce que tu imagines le futur de Mission chez nous, de la présence auprès des Autochtones? En fait, ce que je souhaite, mon plus grand rêve, c'est vraiment que ces liens-là qui se tissent depuis plusieurs années, depuis 30 ans maintenant, mais qui se renforcissent encore davantage par des événements comme celui qu'on vit en ce moment, que ces liens-là fassent des petits. Moi, mon plus grand rêve, c'est que les communautés autochtones de partout au Québec, avec qui on collabore, qu'elles puissent vraiment faire Église à leur manière. Je pense que c'est ça mon plus grand rêve, puis j'espère qu'on puisse aider, contribuer humblement à ce travail-là. Un grand merci! Bien, merci à toi! Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Pour découvrir d'autres vidéos tout aussi inspirantes les unes que les autres, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et même sur TikTok. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour partager la bonne nouvelle, non seulement à toutes les nations, mais aussi à toutes les générations? Je vous invite entre autres à aller voir le court témoignage de Enzo, un adolescent qui, la veille de son baptême, nous partageait sa joie et son feu pour Jésus. Chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Déjà, portez-vous bien!